Salut et bienvenue sur The Squigard. Aujourd'hui, le premier épisode d'un tout nouveau format, le format MetaWatch. Alors dans ce format MetaWatch, on va parler de listes compétitives. On va faire ça en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous parler de la liste en la vulgarisant, en présentant les unités, les règles d'allégeance, les sorts, les artefacts et les différentes synergies qui s'opèrent autour de la liste. Ensuite, une fois que la liste aura été décortiquée pour être comprise par tout le monde, on va discuter 30 minutes, 1 heure avec un joueur chevronné qui maîtrise la liste, afin qu'il puisse donner son expérience pratique de l'analyse théorique que j'ai faite en première partie. Et une fois qu'on a bien analysé la liste, que ce soit avec ses match-ups positifs, négatifs, ses synergies, les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire, on va voir en troisième partie de vidéo des variantes de la liste afin que vous puissiez la jouer selon vos goûts, sans pour autant devoir copier quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, les listes Archaon, comment elles fonctionnent, pourquoi on les joue principalement en disciple de Tzeentch, en tout cas dans les listes qu'on considère top méta, et quelles sont les différentes synergies qui s'opèrent autour de cette figurine. Le cœur de votre armée, déjà de manière évidente, c'est Archaon. C'est la pièce maîtresse de cette liste, c'est la plus grosse menace offensive et défensive que va posséder votre liste. Vous êtes capable globalement de tuer n'importe quelle unité, et avec les bons combos, de survivre à beaucoup de sources de dégâts différentes, que ce soit la saturation, la hot trend ou les blessures mortelles. Archaon est très connu pour sa mobilité, son gros nombre de PV, mais aussi pour sa tueuse des rois, qui est capable, sur un double 6 naturel à la blessure, de tuer un héros automatiquement sans lui infliger de blessure. C'est-à-dire que ça ne pouvez pas vous protéger, sauf si votre héros possède des règles qui le défendent contre les aptitudes qui tuent automatiquement une figurine. Alors, quelle est la raison qui pousse les joueurs à jouer principalement Archaon dans la faction Disciple of Tzeentch ? Cette raison, elle est très simple, et elle est liée à une des aptitudes d'allégeance de l'armée, qui est les dés du destin. Les dés du destin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une réserve de 9 dés que vous lancez au début de la partie, que vous pourrez utiliser pour choisir le résultat à la place d'un jet que vous devez faire normalement. Par exemple, si vous jetez 9 dés du destin et que vous avez un 5 et un 6, vous pouvez choisir de prendre ces 2 dés de votre réserve, donc de les supprimer de la réserve, et de vous en servir à la place de lancer un jet de charge. Cela marche aussi pour les sauvegardes, les jets de sorts, que ce soit pour la dissipation, la conjuration ou le lancement des sorts. Ça marche pour la sauvegarde, la touche, la blessure, et cela donc permet de fiabiliser de manière assez importante des jets critiques lors d'une partie. Et avec une figurine comme Archaon, qui vaut plus de 800 points, pouvoir fiabiliser vos charges à 11 ou 12, et donc de pouvoir impacter des adversaires qui sont loin, mais aussi de pouvoir menacer votre adversaire en utilisant la tueuse des rois de manière automatique grâce à vos dés du destin, c'est une grande force qui permet d'avoir une haute fiabilisation que seul Tzeentch vous permet d'obtenir. Et la deuxième raison pour laquelle on joue Archaon dans cette faction, c'est parce que la plupart du temps, dans les listes Archaon, vous avez beaucoup de sorciers qui lancent beaucoup de sorts. Et en Tzeentch, à chaque fois que vous ou votre adversaire lance un sort, vous obtenez un point de destin que vous pourrez utiliser plus tard afin d'invoquer des unités pour contrôler la table. Le fait de jouer Disciple Tzeentch vous permet aussi de choisir une des sous-factions de ce Battle Tome. Et justement, une de ces sous-factions, Lost Arcanum, est très intéressante lorsque vous jouez Archaon. La première règle de cette sous-faction, c'est de pouvoir dissiper automatiquement un sort que lance votre adversaire, si vous êtes au round 1, 3 ou 5. Mais la raison principale pour laquelle on va chercher cette sous-faction, c'est pour le trait de commandement et l'artefact de celui-ci. En effet, le trait de commandement vous permet de faire déplacer de 6 pouces des 3 figurines qui volent au début de la partie, et donc d'augmenter de manière assez importante la projection de votre Archaon, tandis que l'artefact vous permet d'invoquer une unité de 3 screamers de Tzeentch au début de la partie, et donc de gagner globalement 100 points grâce à cet artefact. De plus, Lost Arcanum vous déverrouille en tant que ligne de bataille les screamers de Tzeentch dans l'armée, qui sont des démons qui valent 100 points pour 3 figurines, ce qui en fait donc l'unité de ligne la moins chère de la faction. Et c'est très important comme élément, car lorsque vous jouez Archaon, vous avez besoin de synergiser votre Archaon un maximum avec différentes combos, et donc d'aller chercher un maximum de points là où vous le pouvez. Des lignes à 100 points, c'est donc quelque chose qui vous intéresse fortement. La base de la liste, en tout cas en Tzeentch Lost Arcanum, c'est Archaon et 3 unités de Screamer. À partir de là, on peut considérer votre liste comme légale, car vous avez votre leader, votre général, et 3 unités de ligne. Archaon, vous avez plusieurs possibilités en termes d'équipement, plus exactement en termes de sorts. Vous pouvez soit choisir de mettre offensivement le sort Infusion Arcanum, qui va augmenter de 1 vos jets de blessure et vos jets de touche
pour la figurine qui lance le sort, ou bien mettre le sort Shield of Fate qui va augmenter le potentiel défensif de Archaon en fonction du nombre de dés du destin qu'il vous reste à utiliser. Pour le reste de la liste, Archaon est accompagné du Blue Scribe, qui est un démon sorcier héros qui peut lancer automatiquement un sort sur un de plus, qui possède un sort de War Scroll qui permet de faire relancer les jets de lancement de sorts aux autres sorciers entièrement à 12 du Blue Scribe, ce qui est donc très intéressant pour fiabiliser les sorts lorsque vous avez besoin de les lancer. Vous avez aussi, en tant que général, un Magister sur disque, qui possède un sort infligeant des blessures mortelles, et si vous tuez une figurine en lançant ce sort, vous invoquez un Chaos Spawn, ce qui permet donc à la magie de bloquer une unité de tir ou une unité de cordon qui ne va pas réussir à tuer ce Chaos Spawn, et vous avez une pièce maîtresse de votre armée en termes de magie, celle qui va être en support avec Archaon, car ça va être la source de blessures mortelles de votre liste, c'est Kéros. Kéros, c'est le duc du changement nommé de la faction des Sleep of Tzeentch. Comme tous les ducs du changement, Kéros transforme son dé le plus bas en la valeur de lancement de son dé le plus haut lorsqu'il lance un sort. Kéros étant l'oracle du changement, il possède une aptitude qui permet, une fois par partie, de changer le résultat d'un dé de touche, blessure, charge, sauvegarde ou lancement de sort, et qui permet donc soit de fiabiliser une de vos actions, ou bien de bloquer une action de votre adversaire. Admettons que votre adversaire cherche à vous charger. Il est à 8 de votre Kéros, ou de n'importe quelle unité de votre armée. Il lance 2 dés, il fait 6 et 3, ce qui fait 9. En théorie, la charge est réussie, mais vous pouvez utiliser votre aptitude pour transformer le 3 de jet de charge en 1, ce qui fait donc 6 plus 1, 7 de charge, ce qui annule la charge. Et c'est une aptitude qui est très puissante, car est en possibilité d'annuler un moment clé de votre adversaire, qui lui permet soit de regagner le contrôle de la partie, ou soit de se buffer, c'est quelque chose qui met une énorme pression sur toutes les décisions que votre adversaire va prendre. Kéros, il possède un sort avec une capacité de dégâts dégressive qui commence à 6 dégâts flat, c'est son sort de War Scroll, et si vous tuez une figurine avec ce sort, à l'instar du Magister, vous pouvez invoquer un Chaos Spawn pour venir bloquer l'unité sur laquelle vous avez infligé des dégâts. Et pour augmenter la portée de menace de ce sort, qui à la base est de 18 pouces, Kéros, on va l'accompagner de l'Umbral Spell Portal qui permet de lancer les sorts au travers de ce sort persistant. Et donc globalement, vous augmentez la portée d'un de vos sorts de 18 pouces, ce qui fait une portée de menace effective pour Kéros de 36 pouces pour son sort. Sur des tables de 44 pouces où on se déploie à 11 du bord de table, cela veut dire concrètement que votre adversaire a peu de possibilités de se défendre si vous décidez de commencer pour lancer ce sort, et donc venir soit tuer un héros clé, ou alors de bloquer une de ses unités avec un Chaos Spawn. Et pour finir, la liste possède un sort persistant qui est les Soul Snare Shackles, qui est un sort persistant qui, une fois posé sur la table, va créer une zone d'interdiction de 6 pouces autour des figurines du sort qui empêche de courir et de charger. La liste qu'on voit aujourd'hui est une liste qui a choisi de jouer en Battle Régiment. Toutes les unités de la liste sont dans ce bataillon, à l'exception d'Archaon, ce qui fait donc que la liste possède 2 pauses. Bien évidemment, la liste possède la grande stratégie Price Sorcery. Avec autant de sorciers, il est facile d'avoir un sorcier en vie à la fin de la bataille, et donc de marquer 3 points grâce à la grande stratégie. En résumé, on a une liste en 2 pauses qui s'appuie sur 2 axes majeurs. Vous avez tout d'abord Archaon, qui est la menace primaire de votre armée, qui se voit fiabilisé par les sorts du Battle Tome, les dés du destin, et qui est appuyé par Kéros, qui a la capacité de faire beaucoup de blessures mortelles à longue portée, et qui a une grande capacité de dissipation grâce à l'aptitude du Duc du Changement, tout en étant en mesure de lancer les sorts persistants ou les sorts que vous avez besoin, comme par exemple bouclier mystique pour venir augmenter la résistance de votre Archaon, de manière assez fiable. Maintenant qu'on a vu comment la liste fonctionne globalement, quelles sont les différentes mécaniques, que je vous ai expliqué un peu toutes les bases à connaître pour comprendre ce build, on se retrouve tout de suite en interview avec un joueur qui a joué la liste et qui la connaît, afin qu'on puisse discuter ensemble des différentes choses à savoir lorsqu'on joue une liste Archaon en Disciple of Tzeentch. Donc voilà, comme prévu, on se retrouve après avoir analysé la liste tout seul avec un joueur qui connaît bien le build. Donc aujourd'hui on accueille Romain. Comme je l'ai dit en introduction de vidéo, je vais poser plusieurs questions à Romain et il va y répondre. Donc la première question que je vais te poser, Romain, c'est tout d'abord de te présenter aux gens pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, quel est ton nom, ton pseudo, comment as-tu démarré le Wargame et plus particulièrement comment as-tu démarré Age of Sigmar, et surtout, quelle est ton expérience avec la liste qu'on va voir aujourd'hui? Très bien.
Donc je m'appelle Romain Ziouar, donc je suis français, j'habite à Paris. J'ai commencé le wargame, comme pas mal de gens je pense, dans ma jeunesse, de mémoire, grâce à un Picsou Magazine, qui parlait de la gamme SDR, voilà. Et donc j'ai beaucoup joué pendant des années, toute mon adolescence, donc à Warhammer Feu Battle. Et un petit peu à Warhammer 40 000, mais j'ai jamais fait de compétitif, durant cette période. C'était vraiment, entre potes, à la boutique locale, comme, pas mal de personnes, je pense. Pour ce qui est, de ma reprise du wargame, parce qu'en fait, j'ai arrêté pendant toutes mes études supérieures, comme pas mal de gens. J'avais pas vraiment le temps ni, les moyens. Donc j'ai repris, il y a à peu près, 2 ans et demi, 3 ans, en arrivant sur Paris, pour mon emploi. J'avais du temps libre, et pas forcément beaucoup de connaissances, dans la région, donc j'ai recommencé avec la boîte, Feast of Bones, et donc avec les ogres, à l'époque où tout le monde s'arrachait les oscierges. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens de mon équipe actuelle, donc les indécents, et je me suis mis à faire du compétitif, d'une manière sérieuse. Hem, Avec plusieurs armées, mais principalement Caradhran Overlord durant la version 2, et en V3, je joue, pas mal d'armées, Fyreslayer, et dernièrement donc Disciple of Tzeentch. Et donc j'ai gagné, l'étape nord-est avec, une liste Disciple of Tzeentch, donc il y a quelques semaines. Donc c'est mon dernier exploit en tournoi. Et en termes d'armée favorite, j'ai pas vraiment d'armée favorite. Je suis plutôt, un adepte, du gameplay plus que d'une armée, donc je peux très vite m'adapter pour changer de liste. Ok, bah Mmh. merci Romain pour ta présentation. Donc voilà, on a la chance d'accueillir un joueur expérimenté qui est déjà passé sur Squigord. Tu fais partie d'un descent, comme tu l'as dit. Moi, je fais partie aussi de ton équipe, donc c'est pour ça que je t'accueille aujourd'hui, car je sais que tu es quelqu'un qui porte à cœur l'analyse des listes. Et on va le voir pendant cette interview que tu as fait une liste Archaon, qui peut être certes considérée par certains comme un build top méta, mais néanmoins, il y a certaines nuances qu'on a vues dans la partie précédente que tu vas pouvoir nous présenter avec plus de précision, pour qu'on sache un peu quelle était l'idée derrière tout ça. Donc, est-ce que tu peux me dire comment tu as créé ta liste? Quelle était l'intention derrière elle avec la stratégie pour gagner? Et vu que tu as remporté un tournoi dernièrement, quels sont les match-ups que tu as affrontés pendant cet événement et comment tu as remporté la victoire? Est-ce que tu as battu tes adversaires via des faits stratégiques? Est-ce que tu les as battus parce que mathématiquement ta liste était meilleure et donc que tu as pu gagner certaines passes d'armes car les adversaires ne pouvaient pas soit te tuer, soit tu es tué trop rapidement, ou est-ce que tu as gagné sur des jets de dés, ce qui peut arriver parfois dans un événement? OK, très bien. Alors pour la conception de la liste, on va pas se mentir, c'est un build qui existe depuis la fin V2, mais qui n'était pas tant que ça joué. Par contre en V3, avec l'avènement des monstres, et donc toutes les règles qui tournent autour, c'est une liste qui est vraiment revenue sur le devant de la scène et qui a performé dans pas mal de tournois. Donc je suis parti, je vais dire très honnêtement, hein, je suis parti, d'un net listing. J'ai pris, une liste, qui avait, bien performé à la Cup, FSC, donc Nord-Ouest, donc qui était à Cherbourg. Et ensuite j'ai décidé de la modeler à, mon style de jeu et mes envies. Donc c'est pour cette raison, que j'ai juste modifié les sorts donc, de mes héros. J'ai décidé de mettre Shield of Fate d'Archaon, donc sur Archaon plutôt que sur le Magister. Pourquoi? Simplement parce que Archaon, l'idée est de le buffer avec beaucoup de sorts et de le projeter vers l'ennemi et d'aller éliminer, des cibles, cruciales. Et moi, ce qui me dérangeait dans le fait d'avoir Shield of Fate sur mon Magister, c'était que ton Magister, donc ton général, qui, on le rappelle, est un sorcier avec peu de sauvegarde, peu de PV, mais une grosse mobilité tout de même, devait suivre Archaon pour rester dans la bulle des 18 pas pour lancer le sort Shield of Fate. Et personnellement, moi, ça me dérangeait parce que je n'aime pas du tout commit mes figurines. Je suis plutôt sur un style de jeu qui va être mesuré et pas du tout all-in ou agressif, comme certains joueurs peuvent aimer le faire. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement décidé, de m'amputer de Infusion Arcanum, qui est quand même un des meilleurs sorts du BT, parce qu'on peut avoir plus un touche, plus un blessure sur Archaon, ce qui fait de lui quasiment un full profil en 2+2+, donc c'est extrêmement fiable. Hem
et j'ai préféré mettre Shield of Fate sur lui. Le problème, c'est que Shield of Fate a une valeur de lancement, de mémoire de 7 qui est assez élevée et comme Archaon est projeté, il ne peut pas rester dans la bulle, du Blue Scribe qui permet la reroll. Donc c'est pour ça que j'ai rentré sur mon général Glimpse of the Future, qui est un sort qui permet de générer un dé du destin et donc mon idée était de lancer, Shield of Fate avec mes dés du destin pour fiabiliser le sort et que Archaon puisse tout le long de la partie, donc bénéficier de sa reroll des sauvegardes, qui est un des effets du sort, mais qui est l'effet qu'on vient rechercher. Donc c'est pour ça que j'ai juste modifié, ces 2 petits sorts, mais le fait de les modifier, ça change quand même un peu la structure de la liste parce qu'on joue pas de la même manière. On est sur un build qui est plus défensif, plus mesuré, un peu moins agressif, mais aussi, beaucoup moins fiable. Parce que je me retrouve avec un Archaon, qui n'est pas en plus un bless, plus un hit et en fait, j'en parlerai, je vais en parler, juste après. C'est quelque chose qui m'a, porté préjudice sur certains match-up, mais qui était un choix, totalement assumé. Donc, l'attention à la stratégie derrière la liste, comme j'ai dit, c'est de buffer Archaon, de l'envoyer en front lane et on va avoir, donc notre back lane avec Kairos qui est un gros dealer de blessures mortelles, les Umbrals pour pouvoir en fait, venir cibler des cibles prioritaires avec peu de PV ou par exemple des archers, des tireurs pour venir les loquer avec le petit chaos spawn qui va venir, popper et puis j'ai, décidé de mettre les shackles. Donc là, il y avait un débat, Emerald, shackles. Personnellement, je préfère les shackles, encore une fois, parce que je préfère avoir un jeu où je vais venir contrôler et je vais, anticiper des doubles tours adverses, des choses comme ça et les shackles, c'est super fort. Surtout couplé en fait à la capacité de Kairos qui permet de modifier un dé par partie, dans la mesure où, les shackles pour les dispels, il faut faire 8 et mécaniquement, si je prends ton meilleur dé et que je le transforme en 1, tu ne peux plus faire 8. Donc potentiellement sur un tour, tu ne pourras pas dispel mes shackles et ça annihile totalement une phase comme, ça a pu se passer sur un des match-up contre Idonet dont je parlerai après. Hem Pour mon tournoi, j'ai eu la chance d'affronter, 5 listes, très différentes. J'ai commencé par, un joli match miroir en Disciple of Sench. Donc c'était Franck, pour ceux qui le connaissent, qui jouait une liste avec Kairos, avec un Magister à pied, 3 fois 20 pink, donc une liste, un peu de swarm, un peu à l'ancienne comme on voyait en Duplicitous, mais cette fois-ci, il joue en conflagration. Donc clairement, sa liste a été buildée pour venir contrer en fait les sobs, avec beaucoup de tirs, avec un petit peu de reine pour venir saturer l'ennemi, prendre la table, résister parce que voilà, tout le monde connaît les pings, je pense. Donc sur le papier, je commence le tournoi avec, probablement le pire match-up que je pouvais affronter. En réalité, Archaon n'a pas la létalité suffisante pour venir, rapidement, détruire des packs de pink et d'autant plus dans mon build où j'avais pas Infusion Arcanum. Donc en fait, j'étais en -1 tweet avec la bulle des héros. Je n'avais pas les capacités de tuer son Kairos ou son Magister parce qu'en fait, on est tellement fort en dissipation tous les 2 que, on est obligé de jouer autour de ça et de jouer à plus de 30 pas. Et donc c'est un match-up que j'ai perdu, hein. Je l'ai perdu. Le scénario était, trop compliqué pour moi, trop d'objectifs. Mon adversaire a réussi à passer, le pont des âmes qui lui a permis de redéployer des pinks et à partir de là, la partie était perdue. Parce que j'avais plus les moyens, de reprendre la table ou de le contenir. Donc c'est un match-up que j'ai perdu 4-16. Match-up très intéressant, qui était très négatif. Je pense que déjà récupérer 4 points, c'était voilà, c'était plutôt bien. Ensuite, en deuxième round, ayant perdu la première, j'ai été pairé contre un joueur Sylvaneth qui avait également perdu sa partie. Match-up extrêmement positif parce que, clairière basée sur la magie. En Host Arcanum, pour rappel, on peut avoir des dissipations automatiques tour 1, tour 3, tour 5. Donc en fait, toute la magie qui tourne autour d'une combo, autour du Warsong ne marche pas. Parce qu'en fait, on va lui laisser faire toute sa phase de magie, on va récupérer des points de faction, puis à la fin, on va lui faire: «Ah bah ton sort, je le dispel auto». Et donc malheureusement, le joueur Sylvaneth est très vite bridé et en plus, il jouait à l'Ariel. Alors quand on joue Archaon et qu'en face on a des nommés qui valent, plus de 700 points, on est ravi parce qu'en fait, voilà, entre Kairos et Dés du Destin, souvent ça se finit en tueuse des rois. Donc c'est un match-up qui a été très simple honnêtement, il a été plié autour d'eux parce que mon adversaire avait pas trop d'armes pour lutter contre ma liste. Donc là, en fait, c'était purement mécanique, trop compliqué pour lui de gagner. D'autant plus qu'on a joué sur Vein of Gur, donc c'est-à-dire qu'il avait aucun moyen de scorer en début de partie.
Donc au final, de mémoire, je crois que je fais quelque chose comme 58-8, donc qui se transforme en 20-0. 3e match, j'ai affronté un Sublight Gravelord. Donc liste intéressante qui sur papier me faisait quand même un peu peur parce qu'il avait Vordry, un vampire, sur dragon zombie, beaucoup de zombies et un petit vampire lord à pied. Je trouve que mon adversaire a très, très bien joué. Il s'est pas en fait, je lui ai volontairement laissé, le tour 1 pour que, il fasse une erreur potentiellement en projetant ses 2 héros. C'est ce que j'attends, hein, avec Archaon, pouvoir me projeter et directement punir en tuant une grosse cible. Il a très, très bien joué, il a temporisé. J'ai eu l'opportunité, hein, d'avoir un double tour, tour 2, tour 3 qui en fait, me donne, clairement la victoire. Parce qu'en fait, Archaon, j'ai pu tuer un de ses, j'ai pu tuer, oui, il avait Manfred. J'ai pu tuer Manfred, en fait, à la magie parce que il fallait qu'il score et il a tenté quelque chose qui était très bien tenté. Malheureusement, derrière, je prends l'initiative et en fait, à la magie, je tue Manfred et à partir de là, je tue un dragon zombie, il reste plus que Vordry et en fait, là, l'étau se referme. Plus la partie avance, moins il a de possibilités de me retirer des choses et plus j'invoque parce que mine de rien, il fait quand même un peu de magie, moi j'en fais. Donc c'est une partie qui s'est soldée par un 20-0, mais je tiens quand même à noter que c'était une très belle partie, que mon adversaire a très, très bien joué. Je pense que c'était un match-up qui était globalement compliqué pour lui et qu'il a bien abordé. Round 4, donc là, bon, pour rappel, donc je fais 4-16, je fais 2-20-0, donc ça me repropulse un peu dans le haut du tableau. Je crois que je suis 4e du tournoi, à l'issue de la première journée. Donc j'apprends que j'ai affronté, Kams, donc qui était un joueur d'équipe de France, qui joue en plus Idonet, une allégeance qu'il maîtrise parfaitement. Donc allégeance qui est un peu moins forte en V3. En tout cas moins autoguidée qu'elle ne l'était en V2. Malgré tout, c'est un très bon joueur. En plus, il joue en marée inversée avec une liste très agressive qui est capable de faire, des dégâts au tir. Heu et il décide de prendre le tour 1. Donc il prend le tour 1, il met toute sa phase de tir sur mon Kairos. Manque de chance pour lui, il me fait pas grand chose sur Kairos de mémoire. Il me fait quelques PV, mais je crois qu'il me fait un palier que je vais récupérer en me soignant. Et en fait, derrière, j'arrive à avoir un double tour étant le joueur numéro 2, qui en plus me permet en fait de setup mes shackles de telle manière que, il a la moitié de son armée qui, quoi qu'il arrive, ne fera rien à son tour. Parce qu'il est dans la capacité de les dispel et avec Archaon et couplé avec un petit peu de magie, j'arrive à sortir sa tortue, qui est en plus sa grande stratégie. Donc j'arrive à sortir sa tortue. Donc en fait, j'ai un Archaon en plein milieu de table qui conteste l'objectif et qui lui bloque, on va dire la partie droite de la table. Partie gauche, j'ai les shackles, j'ai des cordons, de screamer et donc en fait, malgré qu'il ait un double tour, les shackles me font gagner la partie, en fait. Et c'est exactement pour ça que je les avais rentrés parce que je pense que si jamais j'avais eu le Undispel Emerald, j'aurais perdu la partie. Il aurait eu un double tour ravageur, il m'aurait remonté tout ma backline. Alors, il aurait jamais tué Archaon, on est d'accord, mais en fait, il m'aurait tué tout le reste. Et au scoring, je pense qu'il l'aurait gagné ou ça aurait été une égalité. Donc là-dessus, là, MVP, c'est les Shackles. Idonet qui est un match compliqué parce qu'ils ont beaucoup de mobilité et en final, moi j'ai que 3 fois 3 screamers, j'en invoque 6, mais bon, au tir, ça vole. Lui, avec sa mobilité, il est capable d'un peu éviter les cordons. Donc en fait, je me suis très vite retrouvé acculé avec mon Kairos, mon Blue Scribe, mon Magistère. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'il me reste vraiment que Archaon à la fin. Mais bon, avec mes ressources, j'ai invoqué des pings qui me permettent un peu de reprendre la table, et cetera. Et donc là, également, je suis en 20-0. Donc si tout le monde fait bien les calculs, je suis en 3-20-0 et un 4-16. Donc là, je suis très bien classé. Donc arrive la dernière ronde où je vais affronter donc un joueur que je connais très bien, un Juju des adeptes, donc une équipe de Paris qui joue, voilà, je pense la deuxième liste que j'avais pas envie d'affronter à ce tournoi. Une liste Luminette en Elon avec Teclis, donc c'est-à-dire grosse présence en magie, aussi forte que la magie qu'on peut avoir en Tsench. 2 packs, de 20 archers, des lanciers, des Dawn Riders. Sur le papier, une liste qui me fait très, très peur, d'autant plus qu'il est en one drop, donc il a le choix du tour 1. Donc moi je pars sur ce match-up en me disant, ça va être très compliqué, je pense que c'est vraiment un match-up négatif. Donc mais bon, je le joue à fond, je le joue à fond et en fait, heu, il décide de prendre le tour 1. Il a un tour plutôt prolifique où en fait, il arrive à me retirer quasiment 12 PV sur Archaon parce qu'il faut bien savoir que j'ai vraiment comme il est en one drop en fait, j'ai posé Archaon au milieu.
Lui s'est déployé dans un coin, ne sachant pas où j'allais mettre mes sorciers et en fait, j'ai vraiment déployé mes sorciers, quand je vous dis à l'opposé, c'est en coin de table à l'opposé pour en fait sortir de 1 de la build, de ses archers, pouvoir potentiellement utiliser ma dispel auto pour empêcher le speed of Ish qui lui permettrait, d'avoir une unité entière sur un Kairos, par exemple un Magister ou autre, avant que je puisse invoquer mes Screamers et hem et donc voilà, il prend le tour 1, il me met beaucoup de dégâts sur Archaon, 8 PV. Malgré tout, Archaon n'est pas tant que ça d'agressif. Donc derrière, je prends le tour 1, grâce à Umbral, j'arrive à tuer des lanciers, à faire popper un enfant du chaos dans son pack d'archers. Ce qui me permet avec Archaon, avec une charge auto, avec les dés du destin, d'impacter ces, archers. Il ne peut pas unleash, donc en fait, je rase quasiment le pack entier. Je gagne le double tour, ce qui me permet véritablement de m'asseoir sur, heu, toute une partie, de la table. Donc évidemment, j'ai Archaon qui est dans la bulle de dispel de Teclis, donc Archaon, je crois qu'il n'a pas passé un sort de la partie. Malgré tout, c'est une armée qui joue beaucoup sur les blessures mortelles, donc je n'ai pas forcément besoin de Shield of Fate. Hem et donc j'ai pu, avec beaucoup de chance, on va se le dire, hein, sur les initiatives, mais bon, on le sait, à West, ça reste assez important, capitaliser là-dessus, prendre la table et on termine sur un 18-2 après, un one shot de Teclis sur un double 6 naturel à la blessure qui fait toujours plaisir, hein. Celui-là, on aimerait bien le voir, mais quand il arrive, quand il arrive, on est content. Donc je finis en 18-2, ce qui me permet de finir premier. Je finis, je crois, 2 points, devant, Franck, contre qui j'avais perdu en round 1 et donc voilà. Donc Romain, tu as fait un excellent parcours sur ce tournoi où tu as affronté beaucoup d'armées qu'on peut considérer comme top méta, mais c'est un top méta qui était plutôt du début de la V3, avant le Battle Tom Stormcast et Requar Clan qui commence à être démocratisé de plus en plus dans les événements qu'on peut voir en France ou à l'étranger. Donc, est-ce que tu considères que le pari que tu as pris, donc je vous le rappelle, le pari qu'il a pris, on l'a vu dans la première partie de la vidéo, c'est qu'il a pris une liste Archaon de base où en fait on mise tout sur l'offensif, que ce soit avec un Fuseau Arcanum ou un sorcier du Chaos Edge of Darkness, pour taper le plus fort possible en se disant que en se disant que la tankiness naturelle d'Archaon suffira à le faire survivre sur une table. Donc il a pris ce postulat de base et il a fait en sorte de l'inverser pour avoir un Archaon extrêmement résistant, pour en faire à la fois une enclume et un marteau, mais avec Kéros en support pour pouvoir pallier à la létalité qui te manque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que d'avoir un Archaon résistant plutôt que agressif, ça va être quelque chose qui va payer si tu vas affronter demain des listes méta qui sont toutes nouvelles, comme le double Mokro Charlie des Iron Jaws, le tir avec énormément de mortels des Cruel Boys, ou tout simplement toutes les listes Stormcast qu'on peut retrouver, qui sont toutes fortes à différents aspects, que ce soit la horde des forts de l'orage, ou alors tout simplement des gens qui vont aligner des dragons, que ce soit des draconites ou des Storm Guard, pour submerger l'ennemi avec de la létalité et de la mobilité. Oui, alors effectivement, je suis parti de ce postulat de pour, correspondre à mon style de jeu, hein, d'avoir une liste un peu plus stable, un peu plus fiable, un peu plus tanky. Honnêtement, avec le recul que j'ai maintenant suite à ce tournoi, je pense sincèrement que la liste initiale est meilleure. Tout simplement parce que la liste est tellement bonne en termes de, dealing de dommages et avec Archaon que tout simplement, la plupart du temps, passer le tour 2, tour 3, en fait, le Shield of Fate ne sert plus à rien parce que les cibles, principales ont déjà été éliminées. Donc et surtout, dans mon parcours, j'ai fait un parcours où j'ai eu, quand même de la réussite dans le sens où je n'ai pas affronté de Sons of Behemoth et je pense que l'infusion Arcanum aurait été, vitale pour gagner contre un Sons of Behemoth. Ouais, en tant que joueur sub, je me permets de te couper du coup, vu qu'on parle du match-up. Je pense en effet que la létalité d'Archaon, intrinsèquement, de base, n'effraie pas un sub parce que tu ne peux pas le tuer avec la tueuse des rois. Donc tu te retrouves à peut-être lui faire 6, 9 dégâts à la tueuse des rois. Et si tu as de la chance avec Drorgar et que tu tapes pas une cible qui a un bouclier mystique ou une heure de gloire, tu vas peut-être lui rajouter 4 à 6 dégâts. Donc c'est la moitié de ses PV. Mais derrière, si tu t'es avancé pour tuer un sob, la punition, elle peut être immédiate, où tu peux te retrouver dans une situation où toute l'armée te charge et je pense qu'un impact, déjà en termes de BM, ça fait mal à Archaon, mais surtout quand tu te retrouves avec à la fois un géré, une arme enflammée
et un Gatebreaker, ça peut vite tourner au vinaigre et tu peux perdre ton Archaon. Et on le rappelle, dans une liste Archaon, quand vous perdez Archaon, vu que toute votre liste est construite autour du fait de le buffer lui, vous avez automatiquement perdu la partie, sauf si vous êtes autour du tour 5 et que vous avez déjà beaucoup scoré. Oui, après on peut quand même nuancer parce qu'il y a des match-up où on peut perdre Archaon plutôt tôt et au final, on se rend bien compte que, l'invocation plus, couplée à un Kairos, qui est inatteignable, des fois ça te permet de gagner des match-up contre certaines listes, hein, pas toutes les armées évidemment, mais c'est vrai que bon, Archaon reste la pièce maîtresse et en général quand on la perd, ça implique une défaite. Hem Et donc oui, voilà, ça m'a manqué contre les Sobs. Contre mon premier match contre Franck et ses Pink, j'aurais adoré avoir plus un hit et plus un blessure pour, potentiellement, sur un peu de réussite, réussir à tuer, en 2 tours un pack de Pink, par exemple. Ce qui est possible, hein, avec beaucoup de réussite, mais qui est compliqué. Donc je pense sincèrement que ça m'a manqué. Il y a beaucoup de jets où mon Archaon, il n'a strictement rien fait. Il n'a strictement rien fait parce qu'en fait, il touchait mal, il blessait mal. En réalité, là où j'ai vraiment performé, c'est dans la mesure où j'ai affronté des listes où il y avait que des gros héros. Donc à l'Ariel, je les one shot. Les dragons zombies, je les ai de mémoire one shot avec Archaon. Contre les Idonettes, bah, malheureusement, Idonettes à la magie, ils ont du mal à résister. Donc déjà, à la magie, je leur ai mis beaucoup de dégâts. Et puis j'ai usé de mon triomphe aussi, qui m'a quand même pas mal aidé. Ensuite et mon dernier match contre Luminette et bien encore une fois, bon les Luminettes, s globalement ça ne t'empêche de toucher bien, mais tu es capé à -1 to hit. Donc, au-delà de ça, ça tank un tour avec les Dark Quartz, Shining et puis, bon tu te rends bien compte qu'une fois que tu as tapé 2 fois dessus en général, il y a plus les Dark Quartz et ça tombe. Donc, si c'était à refaire, clairement je repartirais sur le build initial en me disant: «De toute manière, mon Shield of Fate, je l'aurai pendant tour 1, tour 2, si tu te débrouilles bien pour l'avoir sur un double tour et demi, tu l'as pendant 2 tours» et dans ce cas-là, c'est suffisant et et puis, je reprendrai donc, un Fusion Arcanum sur Archaon. Malgré tout, j'ai quand même adoré l'usage de Glimpse of the Future qui est, super pour permettre de en fait de recycler ces dés du destin. Des fois, on a qu'un 6, on se fait: «Ah zut, Matos 0 bon j'ai Kéros mais» et en fait, bah, au final, on se rend compte que quand on jette, 3-4 dés, bah, on une bonne proba d'avoir un 6, hein. Donc ça permet de vraiment recycler son stock de dés du destin. Donc voilà, donc si quelqu'un souhaiterait jouer cette liste, je dirais de repartir sur une build un peu plus initiale. Emerald, Shackles, clairement moi je préfère les Shackles, mais bon, c'est un choix personnel. Malgré tout, dans la méta actuelle, avec les Stormcast, avec les Iron Joe, je pense que Shackles, c'est bien meilleur. Hem Et dans la méta actuelle, je pense que la liste se situe encore très, très bien parce que, les Iron Joe à base de 2 listes Mokrocha, oui, ça a de la projection, mais le problème, c'est que si tu te déploies bien, ça a de la projection pour venir taper, des Screamers et derrière, tu as la punition d'une contre-charge d'Archaon qui va, tuer assurément un Mokrocha et potentiellement, le 2e Mokrocha qui n'a pas d'amulette de destinée va prendre la douche à la magie. Donc, j'ai déjà fait ce match-up d'ailleurs contre des bons joueurs en Orouk et ça se passe globalement plutôt bien, même si c'est un match-up équilibré. Contre Stormcast, j'ai pas eu l'occasion de faire le match-up. Malgré tout, j'ai quand même peur de la shootcast en one drop qui en fait, bah, peut tout simplement sortir, les sorciers tour 1. Donc là, on se retrouve avec un Archaon, Vanilla qui a juste Infusion Arcanum et en fait surtout, il peut en fait Archaon à lui seul ne gagnera pas. Donc je crains malheureusement que, la liste soit un petit peu en dessous, heu, contre certains archétypes de Stormcast. Malgré tout, ça reste une liste qui est, très, très forte. Je la laisse dans le top 3, top 5 facilement. En fait, le Battle Tome est intrinsèquement très fort mécaniquement, que ce soit en fait, on peut tout fiabiliser et donc quand vous avez un plan de jeu, si votre plan de jeu il est bon, a priori, vous allez le faire. Et donc si derrière vous êtes puni, c'est que votre plan de jeu il était pas bon, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Très clairement, Archaon, en fait, les listes, tu as des bons match-up contre les figurines divines. Enfin, en tout cas, la grande majorité des figurines divines. On va parler des autres problèmes de certains dieux très rapidement parce que je vais te demander, selon toi, quels sont les mauvais match-up que tu peux rencontrer sur ta liste? Car là, tu viens de le dire,
quand tu affrontes, des Alarielle, des Vordry ou des choses comme Teclis ou Quack, tu peux soit te protéger de leur source de dégâts ou tout simplement arriver dessus et les annihiler très rapidement. Mais on l'a vu, tu as des problèmes contre les résistances, que ce soit à la BM, au kill, ou tout simplement avec énormément de PV. Donc, selon toi, quels sont les mauvais match-up? Est-ce que tu penses, moi je vais te poser la question directement, vu qu'on va sûrement l'aborder, est-ce que tu penses aujourd'hui que Archaon peut gagner un duel contre Morathi? OK. Alors, j'ai déjà fait le match-up. C'est un match-up qui est très intéressant. En fait, le problème, c'est que alors oui, c'est tout à fait gagnable. C'est tout à fait gagnable. C'est un match-up qui n'est pas si évident dans la mesure où, en fait, Morathi, c'est simple, un Archaon buffé, Morathi, faudrait faire les stats, mais je pense qu'elle doit faire peut-être 3 PV sur Archaon. Donc en fait, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien. Le tour Archaon perd tous ses buffs, Archaon peut se faire ouvrir en 2 pour peu qu'il y ait un rasoir mental. Ça, on est d'accord. Mais tant qu'il est buffé, Archaon ne lui fera rien. Le problème, c'est que le joueur, Doc, il peut tout simplement envoyer la petite Morathi sur Archaon et s'il joue dans la sous-allégeance qui permet de disengage et charger, et ben en fait, on se retrouve rapidement avec un Archaon loqué avec la petite Morathi qu'on ne peut pas tuer. Une grosse Morathi qui arrive chez toi, qui a du tir pour laver des cordons. Il y a de la magie aussi en face qui fait des dégâts à distance. Donc en fait, tes cordons peuvent se faire détruire et si Morathi arrive à impacter, tes héros, clairement, ils vont se faire sortir et là, ça peut devenir compliqué. Malgré tout, on est sur des listes en one drop, two drop, selon le scénario, le déploiement, en fait, le joueur doc, le problème, c'est qu'il peut pas te laisser le tour 1. Parce que s'il te laisse le tour 1, et il est assuré de prendre 6 BM dans ses, stalkers. Et donc le problème, ça implique 6 BM, ça implique un chaos spawn dans ton gros pack de tir qui coûte la moitié, enfin un quart de ton armée. Et donc, en fait, c'est comme c'est des socles de 40, ouais, essayez de cacher 15 socles de 40 dans un coin de table, vous verrez que vous ne sortirez jamais de la bulle des 36 pas de l'umbral. Donc, pour cette raison, le match-up reste tout de même équilibré parce que vos stalkers, vous allez avoir du mal à les rentabiliser parce que vous devez les protéger. Et vous n'avez pas spécialement envie de prendre le tour 1 parce que si vous prenez le tour 1, bah, Morathi, potentiellement, elle va pas charger parce que Kéros, il va lui dire: «Ah hein, tu charges pas». Il va modifier son dé et vous allez vous retrouver avec une grosse Morathi devant vos lignes et derrière Archaon, bah, potentiellement, il peut aller se balader et venir frapper la back-lane et en fait, la Morathi en elle seule, elle ne gagnera pas, parce que vous avez trop de mobilité dans l'armée de Dot. Tout le monde vole entre 12 et 16 et en plus, on a de l'invocation pour venir donner à manger à la Morathi. Malgré tout, c'est un match-up qui est très, très intéressant, qui est, je pense, quand même en faveur du doc. Parce que Morathi, on va pas se mentir, c'est un peu le war scroll le plus, à mon sens, le plus, débile de la V3 parce qu'en fait, c'est une mécanique qu'on ne peut juste pas contrer, personne ne peut la contrer, il y a rien à faire. On doit la subir, voilà. Ouais, en effet, Morathi, c'est un Warscroll qui peut être très très fort et ça fait partie des figurines divines qui peuvent venir te contrer ton Archaon. Et donc, pour parler du reste des affrontements qui peuvent compliquer, est-ce que tu considères qu'il y a des mauvais match-up dans le sens ingagnable avec ta liste, que ce soit en affrontant Gotrek ou tout simplement des listes qui vont t'aligner 3000 PV, évidemment c'est une hyperbole, mais qui vont en fait te submerger et t'empêcher d'avoir un Archaon qui va être impactant dans une armée parce que tout ce que tu vas tuer, tu vas perdre le trade parce que tu vas aller affronter des unités qui ont 20 PV qui coûtent 100 points et donc c'est un véritable gâchis pour une figurine telle qu'Archaon. Mmh. En réalité, je pense que la liste n'est pas top méta pour rien. C'est justement parce qu'il y a quasiment aucun match-up ingagnable. Tu as des match-up qui sont, 50-50, comme tu as des match-up où ça sera un petit poil négatif, mais en réalité, entre les dés du destin, la fiabilité de la magie, faut bien se dire que Tsench, en fait, on ne joue pas au même jeu. Notre adversaire, à tout moment, il peut faire des très mauvais jets de dés, là où nous, ça ne va pas arriver en théorie. Entre les dés du destin sur les jets cruciaux, tests de déroute, s'il y en a, charge. Combien de fois, en fait, je me suis retrouvé à claquer une charge à 12 sur un match-up où je n'avais pas besoin de mon matos des rois pour venir placer un Archaon de manière, suboptimale et en fait, complètement, ravager la backline de mon adversaire sans qu'il puisse rien faire. Donc, je pense pas qu'il y ait de match-up ingagnable.
J'en ai pour exemple, par exemple, que j'ai perdu contre Franck, mais il y a une autre liste, Dot en Archaon, à peu près le même archétype que moi, un peu différent avec des pinks, qui a réussi à gagner contre la liste de Franck. Donc c'est pas ingagnable. Malgré tout, je pense que le swarm de PV, donc avoir énormément de PV, c'est très compliqué. Ça, c'est vrai, la liste n'est pas faite pour affronter ça. Et ensuite, tout ce qui va être, en fait, tout ce qui est capable de venir, très vite éliminer, nos buffers et nos casters en backlane parce que Archaon, malgré tout, n'est pas capable de gagner la partie tout seul. Donc je dirais dans les match-ups compliqués, on va avoir le match miroir, Dot, que ce soit, de la Pink ou de l'Archaon, parce que bon là, on va pas se mentir, un Archaon peut one shot l'autre Archaon, donc là on est sur un match-up très compliqué. Je pense que Teclis est un bon contre à cette liste, parce qu'il a une très bonne phase de magie et surtout, ils ont, de quoi, sniper, les cibles prioritaires de loin. Donc ça reste, un match-up compliqué. Et sinon, Sob évidemment, mais en réalité, on parlait de nouvelles méta et j'ai bien peur qu'avec l'arrivée des Oruk et l'arrivée des Stormcast, les Sob retournent dans leur grotte, simplement parce que, un Oruk ou un Stormcast est capable de tuer quasiment 2 Sob par tour, si jamais, il ne tape pas celui qui a la lunette de la destinée. Donc au final, je pense que la liste à l'heure actuelle reste toujours très viable, toujours très forte. Hem Tant qu'on est sur cette méta. C'est une liste qui demande, alors on a l'impression que c'est un peu, auto-win, mais c'est pas vraiment le cas. C'est une liste qui demande quand même beaucoup de training parce que c'est une liste d'élite et on sait, tous dans la scène compétitive que les listes élites en général demandent un petit peu plus d'entraînement, un petit peu plus d'expérience parce que la moindre erreur va venir se faire punir. Contrairement à d'autres archétypes. Mais, si jamais vous voulez jouer cette liste, allez-y, c'est, très, très bien à jouer. C'est super intéressant et les parties ne sont jamais les mêmes. On est vraiment dans une liste qui est forte à la fois dans des événements en solo, mais aussi dans des événements en équipe, si jamais vous voulez apporter un Archaon dans votre roster. Et là, on arrive à un cas de figure très intéressant, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on analyse une liste compétitive, on peut toujours se dire comment je vais la varier. C'est quasiment tout le temps le cas. Et là où d'habitude, lorsqu'on varie une liste, on va la varier en jouant la même faction, parce que intrinsèquement, vous jouez des unités d'un Battle Tom. Avec Archaon, le cas particulier, avec Archaon, on est sur un cas un peu particulier, parce que en fait, Archaon, on peut le jouer dans plein de factions différentes. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu considères que le fait de jouer Archaon Ancenge, c'est le seul moyen de le jouer, on va dire, de manière optimale, ou avec les 4 autres Battle Tomes tutélaires, que ce soit Save to Darkness, Slanesh, Korn et Nurgle, il y a d'autres moyens de jouer la liste avec Archaon, et sinon, est-ce qu'on peut tout simplement varier ta liste en Sench, en se disant qu'on ne va peut-être pas jouer Kairos, pas les Blue Scribes, et venir incorporer des unités des Save to Darkness, que ce soit des Varanguard ou alors des sorciers, pour avoir une létalité qui va être sur le côté pour aider Archaon, ou une différente source de buff. Oui, question, très intéressante. Alors, clairement, alors déjà, il faut différencier, le solo du jeu en équipe. Parce que, en équipe, on va avoir des contraintes. On ne peut pas reprendre les mêmes Endless Spells. Là, on parle même, on n'est pas sûr, mais on parle même de pas potentiellement pouvoir prendre, les mêmes bataillons. Donc il y a des grosses questions sous-jacentes à se poser sur le build. Clairement, en équipe, je ne vois pas, si tu joues, en fait, si tu joues, Archaon, je pense que tu le joueras en dot. Tu joueras en dot, sauf si tu veux rentrer une, liste type Légion du First Prince et donc dans ce cas-là, la question se pose parce que ton Kairos, tu as envie de le jouer dans la Légion. À voir, hein, il y a des builds à faire. Bon, je pense tout de même qu'il y a 2 archétypes qui se démarquent avec Archaon, c'est Khorne. Parce que là, on est dans l'abus de mécanique, double peel-in, peel-in à 6, tu frappes très fort et donc en fait, ton Archaon, il vient pour meuler et c'est compliqué et l'archétype Dot où en fait Archaon est tellement fiable avec les dés du destin, que, tu as une pièce qui ne peut pas se louper parce que c'est dramatique, pour moi, c'est le syndrome de Cranios, par exemple. Avoir une pièce à plus de 700 points qui rate sa charge, eh bien tu as, 1/3 de ton armée qui ne fait rien et dans une liste Archaon Dot, ça n'arrive jamais parce que tes charges, tu les passes donc automatiquement.
Après honnêtement, le build de Nurgle Slanesh, je sais pas s'il y a des choses à faire. Je pense que c'est en tout cas, moins optimisé que ce qu'on pourra faire en Khorne ou en, Dot et ensuite tu peux jouer aussi Archaon dans, dans son BT, hein, dans les Slave to Darkness, en despoiler éventuellement, mais en réalité, hem, c'est jouable, hein, c'est tout à fait jouable, tu peux le faire. Si tu veux du suroptimisé, je pense qu'avec, mes connaissances de la scène compétitive, ça a été essayé de jouer du Archaon en despoiler par exemple. C'est vraiment moins fort que du Dot ou que du Khorne parce que tu as moins de synergie et surtout les unités que tu vas avoir à côté, en fait, tu préfères avoir des screamers qui bougent beaucoup, qui se redéploient de l'invocation que d'avoir des maraudeurs, par exemple. Tu as de la masse, mais des maraudeurs, ils vont jamais passer le tour 1, tour 2. Après, est-ce que tu peux jouer autre chose que Kairos avec d'autres unités, core? Bien sûr, tu peux. Je persiste à penser que Kairos est en fait beaucoup trop fort pour ne pas être joué parce que les 2 en fait, c'est un duel imbuvable. Comme je disais tout à l'heure, on a Archaon qui peut faire, marteau et enclume et on a un Kairos derrière qui va dealer de la magie et qui va contrôler, qui va empêcher son adversaire de faire de la magie et donc en fait, les 2 sont tellement complémentaires. Mais oui, après tu peux, moi je jouais 3 fois Screamer, tu peux jouer des Pink. Il y a un joueur qui jouait, 2 fois des Pink à la place de, 3 packs de Screamer. Il jouait, 3 Screamer, 2 fois 10 Pink et il jouait des héros pas sur disque, mais à pied pour gratter des points contre des Pink. C'est jouable, c'est tout à fait jouable et là tu es plus dans la même optique, tu es dans une optique de prise de table avec, ton Archaon qui va devant. C'est l'avantage de ces BT, en fait, de l'allégeance chaos, c'est qu'en fait, tu peux composer ton armée un peu comme tu l'entends et ça t'ouvre énormément, d'opportunités. Donc oui, en effet, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Romain. En chaos, en tout cas, quand on parle des 4 dieux mineurs, parce que le grand raccord ne se mélange pas, on peut faire beaucoup de variations. Justement, c'est assez intéressant car c'est les builds qu'on va vous proposer après cette interview, que ce soit, comme Romain l'a dit, avec du corne. Et d'ailleurs, je vais te demander de faire une liste corne avec Archaon que je vais expliquer dans la troisième partie de cette vidéo. Et moi, de mon côté, je vais vous proposer un deuxième archétype que j'ai affronté, que j'ai vu, donc que ce soit en tournoi, mais aussi dans mon club là où je joue, en Slave to Darkness, dans Lost de Everchosen, qui est donc en théorie la faction Slave to Darkness où vous devez jouer Archaon avec ses Vanguards et ses alliés du chaos. Et on va voir un peu comment le fait de changer de Battle Tome va changer de manière assez importante votre plan de jeu, tout en ayant quand même la moitié de votre armée qui est la même figurine, c'est-à-dire Archaon. Donc Archaon, ça c'est sûr qu'on n'est pas prêt de ne plus le voir en tournoi. C'est une figurine qui profite énormément des règles de base de la V3, car c'est à la fois un héros puissant de base, mais aussi un monstre. Et donc, à l'instar des armées comme Sons of Behemoth, lorsque vous buffez Archaon, que ce soit avec des bonus à la save, des bonus à la touche, ou différents bonus parallèles que vous pouvez avoir via des charges et des sorts qui donnent des protections, en réalité, vous buffez pas une figurine, mais vous buffez quasiment la moitié de votre armée. Ce qui est énorme, en fait. En termes de proportion, de buffer la moitié de votre armée, c'est comme si un joueur Recours Clan était en mesure de buffer deux de ses Mokrocha. En addition, Archaon c'est 800 points, une Mokrocha c'est 400 points et quelques, donc on est sur un prorata qui va peut-être parler plus à des joueurs qu'une seule figurine buffée. On verra si le Battle Tom Nurgle nous donne tort sur notre déclaration. Est-ce que Tsench restera le Battle Tom avec lequel on veut jouer Archaon le plus souvent, car en fait, vous fiabilisez de manière assez importante cette figurine? Ça, c'est une réponse que seul le mois de décembre nous donnera. En tout cas, Romain, je te remercie pour ton intervention extrêmement pertinente. Ça permet de mettre en parallèle les analyses que j'ai données et les explications que j'ai apportées en début de vidéo, avec des cas concrets d'un joueur qui a joué la liste. Donc c'est vraiment très bien. Merci à toi, pour l'invitation, merci à vous pour l'écoute, et si je devais, donner un conseil, c'est, jouer des Douardins, voilà. Ok, très bien. Et bien, on va se quitter sur ça. Donc, merci Romain. Je te dis à plus tard et je te libère. Quant à nous, on va voir comment on joue Archaon en corne de manière assez violente en termes de létalité. Et puis ensuite, on verra comment on joue de manière fluff avec les Vanguard. Bon, maintenant qu'on a vu comment Archaon fonctionnait en cinch, on va parler des différentes variantes de listes. Cette dernière partie de vidéo, on va parler de listes qui ont un potentiel mais qui ne sont pas les builds top tier. Car si un des builds que je vais vous présenter aujourd'hui était top tier, vous comprenez bien que ça aurait été la liste primaire qu'on aurait étudiée pendant cette vidéo.
On va parler ici de deux builds, donc, on l'a vu en fin d'interview, Archaon en Khorne et Archaon en Sceptre to Darkness. Lorsque vous jouez Archaon en Blade of Khorne, vous avez un fort potentiel offensif. Vous avez néanmoins moins de capacité de fiabiliser les autres phases du jeu par rapport à un Tzeentch qui possède des dés du destin. Par contre, vous pouvez faire ce genre de liste. Vous pouvez accompagner Archaon d'un Bloodsstalker qui va augmenter ce mouvement pour augmenter sa capacité de projection et donc venir impacter rapidement l'ennemi en lui mettant la pression. Vous prenez l'indispensable Bloodsekrator, qui est une unité qui possède une aura qui ajoute 1 à toutes les armes de mêlée des unités Khorne qui est à portée de son aura. On accompagne Archaon de 2 buveurs de sang, le buveur de sang de Fury, qui fait des blessures mortelles en zone avec sa hache lorsqu'il fait des 6 à la blessure, et le buveur de sang de Rage, qui possède une aptitude de commandement qui permet de faire engager les unités Khorne à 6 pouces, et le fait de pouvoir engager sans charger, ça va vous protéger d'un tir de contre-charge potentiel d'unités, et donc d'économiser des PV, que ce soit sur votre buveur ou sur les unités qui sont apportées à l'aptitude de commandement, comme Archaon ou le deuxième buveur de sang. En termes de ligne, vous pouvez accompagner d'un peu tout ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre 2 unités de Fleshhound, car ce sont des unités rapides avec une dissipation, et ensuite 2 unités de Blood River qui vont venir écranter et générer des points de dîme de sang. J'ai choisi dans cette liste de ne pas mettre de sous-faction, même si personnellement je vous conseille la sous-faction Reaper of Vengeance, pour venir faire activer Archaon 2 fois sous certaines conditions grâce à l'aptitude de commandant de cette sous-faction. Vous êtes néanmoins libre de choisir ce que vous voulez. Le but de cette partie de vidéo, c'est de vous proposer des variantes que vous pouvez ensuite customiser selon vos envies. Et si votre envie, c'est de transformer Archaon en rouleau compresseur, ce build, en Khorne, il est tout indiqué pour vous. Le deuxième build, pour finir, ce serait dommage de ne pas en parler, car si on parle d'Archaon sans traiter de la sous-faction Host de l'élu éternel, c'est-à-dire la sous-faction où on est censé jouer Archaon, je trouve que c'est un vrai manque. Si vous êtes un joueur qui affectionne les Varanguard et que vous jouez Sceptre to Darkness, je vous propose la liste suivante. Déjà, première chose, on joue Lost de l'élu éternel avec Archaon en général pour profiter de tous les bonus. Que ce soit le fait de pouvoir marquer à mort une unité à la phase de héros pour augmenter de 1 léger de touche et de blessure des unités de votre armée qui vont venir l'attaquer, que ce soit pour vous prémunir des jets de déroute tant qu'Archaon est en vie, ou même pour pouvoir utiliser l'aptitude de commandement de cette faction qui permet de contrôler sur un jet de dés le jet d'initiative. Vous jetez un dé, sur 1, 2 ou 3, votre adversaire commencera le prochain round, et sur 4, 5 ou 6, ce sera vous qui va commencer le prochain round. Ça sert à deux choses. Si vous voulez un double tour, vous avez plus de chances de l'obtenir via cette aptitude, car vous n'avez pas à faire un jet de dés opposé à votre adversaire, et donc de le perdre en cas d'égalité à ce jet d'initiative. Mais surtout, et l'aspect le plus important en termes de stratégie, c'est de pouvoir retirer l'aspect aléatoire du jet d'initiative. Vous savez ce qui va se passer au prochain round, et donc vous pouvez prévoir un plan de jeu en conséquence. Pour le reste, la liste est la suivante. Vous avez Archaon en général, avec 2 unités de Varanguard, 2 unités d'Iron Golem, marquées en Tzeentch, comme votre Archaon et comme vos Varanguard, afin d'avoir les cultistes en ligne et de profiter des bonus défensifs que vous procure la marque de Tzeentch. Surtout que vu qu'Archaon est votre général, son aura du chaos va affecter toutes les unités à 18 pouces, au lieu d'affecter toutes les unités à 12 pouces, comme c'est le cas habituellement en Sceptre to Darkness. Vous avez ensuite un Chaos Sorcerer Lord à pied, pour profiter de ses bonus et de ses aptitudes, qui sont très connues, et vous avez, pour finir, un Chaos Lord à pied, pour utiliser son aptitude de commandement, afin de pouvoir activer une unité Sceptre to Darkness une deuxième fois à la phase de combat. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Varanguard, ce sont la cavalerie d'élite du Battle Tome. Ils peuvent s'activer sans condition une fois par bataille une deuxième fois, possèdent 5 PV par tête avec une sauvegarde à 3+, donc 15 PV en tout si vous prenez l'unité dans sa taille minimale, mais surtout, vous avez différentes options d'équipement. On va prendre, pour exemple, leur lance. Lorsque vous chargez avec des Varanguard équipés de lance, vous êtes en Raid-2, dégâts 2. Vous touchez à 3+, car Archaon est présent sur le champ de bataille, et vous avez un bonus à la touche et à la blessure. En plus de cela, si vous chargez l'unité qui a été marquée à mort par Archaon. Et comme vous jouez la sous-faction Host de l'élu éternel, vous devez choisir un cercle pour vos Varanguard. Si vous choisissez le 6e cercle, il y a 8 cercles en tout. Vous augmentez de 1 les dégâts
des Vanguard lorsqu'ils chargent. Vous passez donc avec les lances à raid-3, dégâts 3, sur 2 unités de votre armée. Vous avez donc un fort potentiel offensif avec ces Vanguard. Le but de la liste, il est très simple. Vous avez Archaon d'un côté, accompagné des sorciers Select Darkness à pied, pour augmenter son potentiel défensif et offensif, et de l'autre côté, vous avez les cultistes qui vont contrôler vos objectifs en fond de table, tandis que les Vanguard créent une menace auxiliaire pour votre armée. Votre adversaire, il est donc devant un dilemme, il doit savoir qui gère en premier, les Vanguard ou Archaon. Et en fonction de l'armée que votre adversaire va jouer, la réponse n'est pas forcément évidente, car les Vanguard sont parfaitement capables de clôturer une partie, même tout seul. Et le fait que cette faction ne soit pas la faction primaire dans laquelle on joue Archaon, vous allez profiter de l'effet de surprise que possèdent les listes les moins répandues dans un tournoi. Et même si l'effet de surprise a ses limites, ça peut être un outil tout aussi puissant que le fait de jouer une liste top méta. Donc si vous êtes un joueur Slave to Darkness, que vous avez des Vanguard et Archaon, je vous encourage à tester ce genre de liste. Il y a plein d'autres variantes, que ce soit par exemple en despoiler avec Be'lakor, mais je considère qu'il est plus important de jouer la sous-faction d'Archaon afin de rendre à l'élu éternel la place qui lui revient de droit dans les royaumes mortels. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez poster vos remarques en commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez suivre nos différents formats compétitifs, nos vlogs sur les tournois ou tout simplement les rapports de bataille. Je vous invite aussi à laisser un pouce bleu si vous avez aimé ces vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!